ça? Comment tu éteins? Tout marche? C'est bon? Bon. Donc on peut commencer. Donc la séance est ouverte. Donc mille excuses pour ces 5 minutes de retard, mais la technique nous a un peu lâché au dernier moment. Donc je vous propose de nommer Thierry Coll comme secrétaire de séance. Il a déjà le cahier, donc il est déjà prêt. Vous voyez pas d'objection? Donc on donnait pouvoir Corentin Darmanté à Annabelle Olasque. Dominique Larère à Christine Callan, Chloé Andueza à Guy Ponce, José Bouville à Thierry Coll. Voilà pour les pouvoirs. Ah oui, et Yves qui avait donné pouvoir à Christine pour l'ensemble des conseils, le temps
le temps qu'il passe en convalescence. Je vais y arriver. Par rapport au procès-verbal du 21 février, est-ce que vous avez des observations à formuler? Non, donc je vous propose de passer au vote, donc qui est pour l'adoption de ce compte rendu. Merci. Est-ce que vous avez des questions concernant les décisions qui ont été prises entre le 21 février et le 21 mars? Pas de questions? Donc on va passer à l'ordre du jour avec un premier point concernant le débat d'orientation budgétaire. Donc pour toutes les communes de plus de 3500 habitants, le débat d'orientation budgétaire est obligatoire. Il permet de discuter des grandes orientations financières de la commune. Il permet de faire le point sur l'état des finances, sur les projets à venir et les grandes lignes du budget à venir qui sera présenté lors de la séance du conseil municipal du 11 avril. Donc vous pouvez déjà préparer le 11 avril, il y aura un conseil municipal. Donc je ne vais pas vous lire l'ensemble du rapport. Vous avez dû en prendre connaissance, mais essayez de faire ressortir l'essentiel. Enfin, le débat d'orientation budgétaire n'a pas à être approuvé, mais fait l'objet d'une délibération actant sa tenue. Donc, je vais vous parler du contexte général de l'environnement économique en 2023. Donc, après 2 ans de crise sanitaire, l'année 2022 semblait être celle de la reprise économique, mais le conflit en Ukraine est venu perturber l'économie mondiale. Ce conflit, qui en premier lieu est incompréhensible, intolérable, brise des vies, envoie des personnes en exil, a des conséquences sur la crise énergétique, sur l'augmentation des matières premières et sur la crise alimentaire. Dans ce contexte mondial très incertain, la croissance du produit intérieur brut en France est passée de 6,8% en 2021 pour ralentir et atteindre 2,6% en 2022. La loi des finances 2023 table sur 1% de croissance, une inflation de 4,2%. En février, elle a atteint de février à février plus de 6%. Un déficit public de 5%, soit 159 milliards d'euros. La dette publique devrait franchir 3 milliards d'euros en 2023. La loi de finances n'a pas modifié les modalités de calcul de la revalorisation des bases fiscales. L'actualisation forfaitaire des bases d'imposition est fixée en fonction de l'évolution de l'inflation, en prenant en compte l'indice du prix à la consommation sur 2 années, de novembre à novembre. Pour 2023, le coefficient de valorisation des valeurs locatives sera de 7,1%, après une valorisation de 3,4% en 2022. L'article 73 de la loi des finances prévoit la possibilité de majorer la taxe d'habitation pour répondre aux difficultés d'accès au logement pour les collectivités, ceci sans appartenir à une agglomération de plus de 50 000 habitants. Pour l'instant, c'était que les communes de plus de 50 000 habitants ou agglos de plus de 50 000, dans un contexte tendu, qui pouvaient majorer leur taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Donc, le décret qui prévoit de fixer les communes bénéficiant de cette possibilité de majoration n'est pas publié. Il devrait intervenir au plus tard avant la fin du premier semestre 2023. Donc, les communes concernées pourront alors jusqu'au 1er octobre 2023 prendre leur décision pour une application au titre de l'année 2024. Donc la majoration de la taxe d'habitation pourra être possible de 5 à 60% et ne concerne bien sûr que les résidences secondaires. Donc nous aurons très certainement à débattre sur cette possibilité compte tenu du problème du logement à l'année sur notre commune. Et la commune de Mimizan, ça avait été précisé par la Première ministre, toutes les communes littorales seraient concernées, donc Mimizan devrait l'être. Enfin, la loi de finances 2023 est prévue dans la loi des mesures de protection des ménages et des collectivités. Pour les ménages, le bouclier tarifaire est prolongé avec toutefois une hausse des prix de 15% sur le gaz et l'électricité.
Le dispositif mis en place pour la rénovation des logements est maintenu. Donc, il y a une enveloppe de plus de 2,5 milliards d'euros. Le verdissement du parc automobile est soutenu à hauteur de 1,3 million d'euros. Pour les collectivités qui nous concernent, il est mis en place un bouclier tarifaire pour atténuer la flambée des prix de l'énergie. La commune ne remplit pas les conditions. En revanche, elle pourra bénéficier de l'amortisseur électricité. Malgré cette aide, le prix de l'électricité sera multiplié par 2 avec une hausse de 100% des tarifs. Je vous rappelle, on a des tarifs fixés, on a un marché régional. Donc on a des tarifs qui sont fixés au niveau régional via un appel d'offres. Mais ce qui nous est dit, alors pour l'instant on n'a pas les factures du début d'année, mais c'est un coefficient de 2, hein, on augmente de 100% les tarifs, malgré l'amortisseur électricité qui est mis en place par le gouvernement. Donc ce qui va nous poser quelques soucis, enfin en tout cas de maîtrise de nos dépenses d'énergie, de nos consommations d'énergie. Pour l'investissement est créé un fonds vert. Une enveloppe de 7 millions d'euros est attribuée au département des Landes pour des travaux de transition écologique. Donc, nous devrons profiter de ce fonds vert pour déposer des dossiers de demande d'aide, ce qui est en cours d'être analysé par les services et pouvoir proposer toute une série de demandes d'aide. Après avoir évoqué le contexte international et national, je vais recentrer la présentation sur la commune. Pour Mimizan, 2022 aura été l'année de la reprise des différentes activités, notamment du centre de loisirs, qui a vu progresser le nombre d'enfants accueillis. La reprise de la vie associative, le retour des fêtes. Une année 2022 que nous pouvons comparer à l'année 2019 avant la crise sanitaire. Néanmoins, 2022 aura été marqué par les effets de la guerre en Ukraine. Comme pour un ménage, la commune a connu une hausse des coûts de l'énergie, une hausse des coûts des denrées alimentaires, une hausse des coûts des travaux. Puis au niveau de la masse salariale, la commune a subi l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires de plus de 3,5%. Malgré toutes ces hausses, malgré le versement d'un montant exceptionnel de 580 000 euros au CCAS au lieu des 200 000 euros habituels, 580 000 euros afin de redresser les comptes suite à une gestion plutôt que je qualifierais de calamiteuse. L'épargne nette dégagée est de 827 000 euros en 2022. L'excédent brut courant sera de plus de 2 139 000 euros. Les effets, ou les efforts plutôt, sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement sont la clé pour le redressement de nos finances. Seulement 4% d'augmentation par rapport à 2019 sur les charges à caractère général, malgré les augmentations qu'on a subies sur les denrées alimentaires, sur l'énergie que j'ai citée, et 1,8% sur les charges personnelles, malgré la hausse du point d'indice, donc sur les 6 derniers mois, la négociation des 1607 heures, la valorisation du SMIC 3 fois dans l'année, la création de postes et le forfait mobilité qu'on a mis en place. Les résultats de l'exercice 2022 démontrent que nous sommes sur la bonne trajectoire, mais nous devons maintenir les efforts sur la maîtrise de nos dépenses. Nous sortons d'une situation financière compliquée, mais nous devons être prudents. Nous ne sommes pas sortis officiellement du réseau d'alerte. Notre gestion nous permet d'être plus optimistes dans nos prévisions et dans nos capacités à investir. Les différents résultats et prévisions vous seront détaillés lors de la présentation du compte administratif. Dans le rapport qui vous a été adressé est présentée une analyse financière prospective allant jusqu'à la fin du mandat et même au-delà, 2026.
Le budget 2023 sera encore plus impacté par la hausse des coûts de l'énergie. Donc, ce que je vous ai dit, 100% d'augmentation. Par le coût des denrées alimentaires, on est à plus de 15% par rapport à l'année dernière. Il est difficile dans le contexte international actuel, où les provocations, les tensions sont inquiétantes, de pouvoir prévoir l'avenir avec certitude. Pour autant, le budget 2023 sera bâti sur les évolutions des charges que nous devrons maîtriser. Les services seront impliqués dans cette maîtrise. Le plan de sobriété mis en place, avec notamment une des mesures, l'extension de l'éclairage public. Les mesures discutées aussi lors de l'élaboration de l'agenda 21 permettront de réduire nos consommations. Le budget 2023 devra prendre en compte des provisions pour les risques d'indemnisation sur les recours contre la commune. Donc là, ça concerne les dossiers de législation. On a plus de 4 millions d'euros qui nous sont demandés par le promoteur. Les frais d'avocat en cours sont à plus de 30 418 euros. Donc on a les législations, on a le parc d'hiver. Donc c'est plutôt des dossiers que nous subissons, qui ont été réalisés par l'ancienne équipe, mais que nous devons assumer. Les charges de personnel augmenteront mécaniquement avec la prise en compte de l'évolution du point d'indice en année pleine. La prise aussi en compte de l'évolution des carrières, donc on appelle ça le glissement vieillesse-technicité, la valorisation du régime indemnitaire qui n'a pas été révisé depuis plus de 4 ans, et la prise en charge d'une partie de la mutuelle santé pour laquelle on s'était engagé. Pour les recettes de fonctionnement, elles sont principalement dues à la fiscalité, qui représente 71% des recettes de fonctionnement. Les recettes liées à la taxe foncière vont progresser de 7,1%, comme je vous l'ai dit, par la seule évolution des valeurs locatives indexées sur le prix à la consommation. Nous devrons intégrer une fois de plus une stagnation de la DGF. Elle était de 744 000 euros en 2019. Elle sera de l'ordre de 623 000 en 2023. Compte tenu de la conjoncture, nous devrons également prévoir un tassement sur les recettes liées à la taxe additionnelle, prenant en compte les transactions immobilières. Donc, il faudra prévoir une baisse de 935 000 euros que nous avions en 2022, une baisse de plus de 200 000 euros pour atterrir à 700 000 euros en 2023. Dans ce contexte, les orientations budgétaires, la commune va être exposée à des surcoûts financiers qui seront pour partie atténués par les mesures de sobriété et de bonne gestion que nous mettons en place. La trajectoire financière est bonne et doit nous permettre de répondre aux besoins de solidarité de la population dans un contexte économique tendu par une inflation forte. Il sera proposé de ne pas toucher au taux de fiscalité, de maintenir le prix des repas de cantine tout en poursuivant l'objectif de plus de bio et de circuits courts, et ceci malgré l'augmentation des coûts. Nous aurons à redéfinir la tarification des différentes prestations au service de la collectivité et ce sera fait d'ici le premier semestre. Pour la dette, afin d'améliorer nos capacités d'endettement, nous ne procéderons pas au recours à l'emprunt pour financer notre programme d'investissement 2023. Ainsi, nous faisons baisser notre encours de dette de 14 millions d'euros en 2019 à 11 millions en 2023. Cette stratégie sur la gestion de la dette nous permettra en 2024 de pouvoir emprunter pour la réalisation de la plaine des sports. La durée d'extension de dette, qui est un indicateur financier, passera, d'après notre projection, de plus de 13 ans en 2019 à 5,2 ans en 2023 pour s'établir à 5,6 ans en 2026, fin 2026. Je vous rappelle que la limite de 10-12 ans, c'est vraiment la limite importante à respecter pour une bonne gestion.
Les dépenses d'investissement en 2023 seront de l'ordre de 3 727 000 millions d'euros. Et ça, hors reste à réaliser. Juste un rappel pour fixer un peu ce qui se passait s'était passé lors de la dernière mandature. Dernière mandature, l'investissement sur les 6 ans était de 16 461 397 euros exactement, soit 2 743 566 euros par an. Sur cette mandature et dans la prospective qui vous est présentée, c'est un engagement de 18 541 870 euros, soit 3 90 311 euros en moyenne par an, en retrouvant une gestion saine avec des indicateurs favorables. Les dépenses d'investissement qui seront proposées au budget 2023 répondront aux 3 axes que nous avons définis. Plus de 1,3 million seront consacrés à la réfection de notre patrimoine qui a plutôt été délaissé ces dernières années. L'axe 1, vous avez derrière, que moi je n'ai pas devant, donc je vais essayer pour le lire. Donc vous avez sur de la réhabilitation de voirie, non, l'axe 1, travaux récurrents, pardon, 399 300 euros, donc avec de l'achat de matériel, de véhicules, de renouvellement de véhicules, travaux à l'école, dans les écoles, notamment à Bel-Air avec la réfection du préau, des travaux récurrents sur la cuisine centrale pour maintenir l'outil de travail, l'entretien de bâtiments et la fourniture de végétaux qui est de façon classique un peu plus de 10 000 euros par an. L'axe 2, donc qui se décompose en deux parties, la réhabilitation, donc la réfection du patrimoine, la réhabilitation de la voirie. Donc vous avez les différentes voiries qui ont été proposées à la dernière commission de travaux, qui ont été validées. Donc chemin Brémontier, chemin communal derrière la pharmacie avenue de Bayonne, la rue La Marque Cando, rue Vieux-Verger et Gémeur, donc ça pour le bourg, et pour la plage, l'avenue de l'Eslurgue, la rue des Hortensias, donc avec un début de travaux fin d'année 2023 et qui vont s'étaler sur 2024. Après, on aura une enveloppe financière de 785 000 euros sur la réhabilitation des bâtiments. Donc il y a la peinture du Parnasse et du Forum qui devrait commencer, ou qui aurait même dû commencer depuis quelques semaines. Les réparations de toiture, donc on a le centre de loisirs et le tennis. On a la mise en place d'une clôture pour le golf, pour qu'on n'ait plus de dégâts par rapport aux sangliers. On a l'aménagement de cimetières, donc avec l'allée interne et la réalisation d'un porche et l'aménagement d'un columbarium. On met aussi une enveloppe de 100 000 euros pour les arènes. Donc là, juste une petite aparté. Pour les arènes, on attend le rendu de l'étude qu'on devrait recevoir fin de semaine. Donc les arènes ne devraient pas être fermées cet été. Il y a des travaux à faire. Donc je regarde Pierre Constant pour ça. Il y aura des travaux de purge de béton qui tombent encore, et qu'il faudra protéger. Donc on met une enveloppe et on en sera plus fin de semaine. Et on aura la sécurisation des bâtiments de l'environnement et du centre technique, entre autres. L'axe 3, donc ça c'est sur le projet de la mandature. Donc il y a plus de 1 899 000 euros, donc qui concerne les travaux du marché couvert, le village des sports qu'on a débattu la dernière fois, le budget participatif, la voirie de la rue de la Poste, qui est une voirie communautaire, mais dont on va reparler sur le point d'après, avec la partie, tout ce qui est accotement qui est à la charge de la commune.
Donc de l'éclairage public, et là on va essayer, justement, c'est un des points qu'on va essayer de faire porter par le fonds vert. Donc changer les anciennes lampes par du LED. On a les bâtiments sportifs avec la réalisation du vestiaire au rugby et aussi la mise en place d'un conteneur pour Mimizan Surf Club. Et après, ça concerne aussi des études, notamment les études pour les voiries de l'abbaye, de Maurice Martin et du courant, l'avenue du courant. Voilà ce qui était proposé en commission travaux et qui va être inscrit au budget. Voilà pour la présentation du débat d'orientation budgétaire. Donc le débat est ouvert. Bonsoir, Monsieur le maire. Merci pour cet exposé. Alors, on ne va pas vous reprocher de faire des projets, puisque vous nous avez donné quelques éléments, et un peu plus qu'à la commission de la semaine dernière, sur certaines volontés de 2023, voire un peu plus lointaines. Mais si vous le permettez, avant de valider vos projets, on va quand même marquer notre inquiétude sur ce qui s'est passé en 2022, c'est-à-dire ce sur quoi, au même moment l'année dernière, vous étiez engagé, en comparant un petit peu le résultat aujourd'hui, 12 mois après, par rapport à ce que vous aviez prévu. Vous avez cité d'ailleurs il y a quelques minutes que vous partiez sur un investissement moyen de 3 millions par an. Soit, c'est ce que vous aviez prévu aussi pour 2022. Et je suis étonné que, alors qu'à la commission, nous nous sommes tous arrêtés, y compris certains de votre équipe, y compris vous-même, monsieur le maire, sur un document qui a laissé le débat pendant un bon quart d'heure à l'ensemble d'entre nous sur le fait que le réalisé 2022 en investissement s'élève très médiocrement à 50%, 50,13, je vous l'accorde. C'est-à-dire qu'au lieu de 3 177 000 budgétés, le réalisé, et arrêtez-moi si les chiffres ont changé depuis la semaine dernière, donc de 3 177 000 euros prévus, budgétés, donc vous en avez réalisé 1 500 000, donc la redite, c'est bien 50%. On a donc du mal aujourd'hui à penser que votre même projection ce soir pour 2023 va se passer aussi mal que vous l'avez prévu en 2022, n'est-ce pas? Et puis j'ouvre la parenthèse avant votre réponse parce que on se souvient tous qu'il y a un peu plus de 2 ans, lorsque vous êtes arrivé aux affaires, vous êtes allé chercher des comparaisons avec notre commune chez d'autres communes des Landes, sud des Landes, et même bien loin, je crois, jusqu'à la Méditerranée. Je vous souvenez, on n'a pas oublié. Bien, j'ai pas perdu du temps, j'ai pris du temps pour aller regarder un petit peu ces mêmes communes qui sont aussi à l'heure actuelle en DOB, comme nous, pour celles qui font plus de 3500 habitants. Je n'ai pas encore, alors tous les DOB ne sont pas terminés, mais je n'ai pas encore trouvé à date dans les DOB qui étaient publiés en compte rendu de conseils municipaux, et bien de 50% ou 52 ou 53. En tout cas, je n'ai pas trouvé un taux de réalisation inférieur à 70% ailleurs. Donc il y a quand même des particularités à Mimizan qu'il va falloir expliquer aux Mimizanais. Mais ce n'est pas tout. Parce que sur le même tableau que l'on a échangé en commission, il y avait une deuxième ligne, c'était les restes à réaliser 2021. Alors les restes à réaliser, je n'explique pas, c'est dans l'explication. Dans le mot, on comprend ce que ça veut dire. Ce qu'on n'a pas fait en 2021, de ce temps-là, vous l'avez décidé de le reporter en 2022. Au même moment, donc l'année dernière, le reste à réaliser de 2021 était de 637 000 euros. Et puis à la même commission la semaine dernière, vous êtes aussi très étonné, et je vous en remercie, que le reste à réaliser 2022, sur les 637 000, n'avait été réalisé que de 350 000. Ce qui veut dire que même le 2021, vous n'avez pas été capable de le réaliser en 2022. Donc on continue sur 2023, bien évidemment. Il n'y a pas d'autre solution. Donc là aussi, c'est un score plus que médiocre, puisqu'il atteint 54%. Et dans votre tableau qui est présenté aujourd'hui, c'est-à-dire la page 19, sur lequel vous ne vous êtes pas arrêté du tout, on constate donc effectivement que pour arriver à 50%, eh bien, malgré votre discours et vos 3 axes de développement, on constate, et je vais m'arrêter quelques secondes quand même, quelques lignes qui sont
un petit peu à l'encontre de vos propos ou de votre programme, voire même. Travaux pour les écoles, 50 000 euros, réalisés, 0. Travaux, espace public et boisement, 61%. C'est encore médiocre, si vous permettez. Je passe à un autre sujet. Pour les vestiaires du rugby, 80 000 euros de budgété, 0 de réalisé. La crèche, 0%. Travaux en régie. Pourtant, les travaux en régie, c'est à vous à passer les ordres. 50 000 euros, 0 de réalisé. Réhabilitation de l'appartement école de la plage, 50 000 euros, 0. La liste est longue. Hein. Réseau assainissement, là on passe aux études, parce que les études, on a entendu aussi, vous n'êtes pas avare sur les études, sauf que il y en avait 80 000 euros pour le réseau assainissement, 0% de réalisé. Pour le SIDEC, 82 000 euros, réalisation 8%. Je ne vais pas faire toute la liste parce qu'elle est longue. Donc le sujet, il est le suivant, c'est aujourd'hui, dans le privé comme dans le public, une bonne gestion, une bonne équipe, c'est une équipe qui prévoit bien. On ne demande pas de prévoir des grands chiffres. Entre parenthèses, les chiffres que nous avions, nous, annoncés pendant nos mandatures, et vous aviez rappelé, je ne vais pas reciter le triste mot que vous avez cité dans votre exposé, mais en tout cas, nous, les résultats que nous avons annoncés sont ceux que nous avons réalisés. Donc quand je vois en plus de cela que la presse locale, lorsqu'elle interroge notre adjoint aux travaux, se permet de titrer « Une année 2022 bien remplie », n'est-ce pas? Eh bien, j'espère que ce soir, la même presse aura l'honnêteté de relater nos propos et l'inquiétude que l'on a, monsieur le maire, sur ce taux de réalisation tellement bas qu'il nous donne beaucoup plus d'inquiétude que vos projets pour 2023. Voici ma remarque. Bon, alors je vais répondre sur les restes à réaliser. Déjà, les restes à réaliser, on va plutôt les voir en compte administratif, mais je vais en parler. Les restes à réaliser, comme on a vu le tableau et que ça nous a interrogé sur l'aspect 2021, donc là, les services sont en train de remonter parce que malheureusement, on trouve des opérations que vous aviez commandées et qui n'ont pas été payées, notamment les fameux travaux Place des Ailes, passerelle de Gombeau, ou l'entreprise que vous aviez choisie, l'entreprise TPSL, il ne faut pas la nommer, eh bien, elle a coulé, cette entreprise. On a des choses, des factures impayées, donc c'est des restes à réaliser. Donc ça, on va le purger. Alors juste pour montrer que vous étiez dans la même situation que nous, c'est que la moyenne des restes réalisés, parce que moi aussi j'ai regardé, mais je n'ai pas été regardé sur la Côte d'Azur, j'ai été regardé sur les comptes de Mimizan. Et j'ai regardé sur les comptes de Mimizan de 2014 à 2019, ce que ça donnait les restes réalisés. Certes, cette année, on est à 900 000 de restes réalisés. Mais la moyenne sur les 6 années, Monsieur Bourdens, elle est à combien? La moyenne, elle est à combien? Elle est à plus de 700 000 euros. Donc, vous voyez, et vous n'avez pas subi de crise sanitaire, vous n'avez pas subi de conflit sur votre mandat. Hein? Donc, j'assume que les restes à réaliser sont trop importants et j'assume, parce que c'est moi qui dois faire avancer les services et procéder aux dépenses qui ont été votées en conseil municipal. Donc j'assume, mais je peux vous dire que les 900 000 qui sont en reste à réaliser seront consommés, sachant qu'actuellement, et comme vous l'avez vu, et ça vous n'avez pas dit le chiffre en commission, c'est qu'il y avait quasiment 75% qui étaient engagés. Voilà. Donc il y a des travaux qui sont même déjà payés depuis le premier trimestre dans les 900 000 euros. Donc il y a 75% de réalisés. Monsieur Bourdens, oui, vous pouvez secouer la tête. Non. Ouais, non. Donc vous l'aurez sur le compte administratif, vous aurez tous les éléments sur les restes à réaliser, parce que c'est là qu'on va voir les restes à réaliser, et c'est là qu'on va
affecter le résultat en prenant en compte les restes réalisés. Donc vous aurez toute l'occasion de voir les restes réalisés. Et je ne voulais pas être méchant, mais je vais l'être. Du coup, sur les restes réalisés, nous, on aura des restes réalisés sincères. Sincères, et oui, tu l'avais oublié. Sincères. Parce que quand on avait repris au 31 décembre 2019 les restes réalisés qui étaient de 245 000 euros en recettes et 437 000 en dépenses, donc qui demandait un besoin de financement de 291 000 euros. Une fois qu'on a regardé tout ce qui avait été commandé, les marchés qui avaient été passés, les dépenses à reste réalisées, elles n'étaient pas de 437 000 euros, mais de 1 187 000 euros. Les recettes étaient bien de 145 000 euros. Et on avait un besoin de financement de plus de 1 million d'euros, ce qui a faussé complètement les résultats du compte administratif 2019 et qui a pu vous faire afficher des résultats positifs en 2019. Voilà. Et ça, c'est factuel. On en a débattu. Donc sur les restes réalisés, chaque commune, malheureusement, on a toujours des restes réalisés. On ne fait pas à 100% ce qui est prévu. C'est difficile. Là, on est à 75%. Et vous l'avez vu, on vous l'a dit. Et on vous montrera que les restes réalisés qui est resté en 2021, quelles opérations ça concernait. Et que malheureusement pour l'entreprise, heureusement pour la collectivité, on n'aura jamais à les payer puisque l'entreprise n'existe plus. Voilà ce que j'avais à vous répondre sur les restes réalisés, mais on pourra remettre le couvert lors du compte administratif, où vous aurez plus de précision, parce que les services ils sont en train d'y travailler et de nous faire le point dessus. Ben écoutez, si vous trouvez sincère de dire à un moment donné, en DOB, aux mi-années, que vous allez réaliser 3 millions d'euros d'investissement et que quand vous en réalisez 1,5 million, que c'est sincère, moi je dis que ce n'est pas l'exacte définition, monsieur le maire, vous vous trompez. Je ne pense pas que les mi-années soient percelées que vous disiez la vérité. Voilà. Parce que je ne parle pas que des restes réalisés. Vous n'avez pas parlé dans votre réponse de l'investissement, qui est donc la ligne investissement, c'est-à-dire votre tableau, vos 3 millions 100. Donc on peut en parler comme vous voulez. Je vous dis aujourd'hui que ça va être compliqué de perceler les mi-années. On en reparlera, mais les restes réalisés, je pense que les restes réalisés, ce n'est pas des choses qui sont abandonnées, ce n'est pas des reports. Les restes réalisés, c'est bien des choses qu'on a commandées et qui vous seront facturées, qui sont facturées en début d'année, qui n'ont pas été facturées en fin d'année ou pendant l'exercice. Donc c'est bien des choses qui sont commandées. Il n'y a rien de perdu, monsieur Bourdinx. Donc on est à plus de 75% du taux de réalisation du budget. 75%, c'est d'investissement. C'est le réalisé plus l'engagé. On est d'accord? Oui, très bien. 75%. Mais alors combien vous étiez autrefois là, dans votre tableau? Vous étiez bien loin de ça. Laissez-moi finir, si vous voulez bien que je m'exprime. Les 75%. Et on trouve donc des dépenses de 100 000 euros, les achats de véhicules qu'on a passés en DM 3-4 semaines avant la fin de l'année. Pourquoi? Parce qu'on vient gonfler l'engagé. Voilà comment on arrive à 75%. Mais le réel, le réalisé, c'est-à-dire que tout ce que vous voyez à mi-années lorsqu'il se déplace dans mi-an, ça c'est du réalisé, c'est du concret, c'est 50%. Vous avez du mal à l'entendre, vous avez du mal à le défendre parce que vous ne voulez pas en parler, mais c'est la réalité. Alors j'aimerais bien même, peut-être que M. l'adjoint au temps libre va nous raconter ce qu'il a fait cette année, puisque pour avoir 3 millions à dépenser, il en a eu dans les travaux. Là, monsieur Bourdinx, attention à ce que vous dites là. Parce que l'adjoint au temps libre, attention à ce que vous dites. Parce que seulement le plus gros, n'insulte pas, travaux, commence pas à insulter parce que travaux, je vais finir ma phrase si vous voulez bien, les plus gros travaux qu'ont réalisé de voirie, c'est bien sûr le poste qui fait 535 000 euros, c'est l'avenue de la Côte d'Argent. Et vous avez oublié de le dire, c'est la fin du programme que nous avions commencé. Parce que vous savez où elle part, la rue de la Côte d'Argent. Elle part de la Garluche, que nous avons entièrement financée. Voilà. Donc tout ça, vous naviguez sur des fins de programme qui sont à nous. Voilà. Bien sûr. Donc, là-dessus, bien sûr, on va tout à fait. Parce que c'était prévu, la Côte d'Argent, vous l'aviez dans le budget C'était prévu par nous, bien évidemment. Oui, dans le budget 2020. Vous bien le savez très bien, d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Monsieur Bourdinx s'énerve.
Je vais vous répondre à M. Bourdin très tranquillement. Au lieu d'aller visiter le sud-est, j'espère que vous avez visité Mimizan et que vous avez vu que toutes les rues qu'on avait engagées ont toutes été réalisées. Les seuls travaux qui restent à réaliser, effectivement, c'est les peintures du Parnasse. Peut-être que vous n'êtes pas garé, le parking a été refait aussi. Mais bon, ça c'est... après, vous vous baladez où vous voulez. Et je vais juste rajouter une chose sur des restes à réaliser qui traînent, parce qu'il faut plus parler du passé. Mais encore cet après-midi, on est encore en train de régler des problèmes aux ailes, parce que les travaux n'ont pas été faits, les malfaçons n'ont pas été reprises. Et je pense même qu'on va avoir un peu plus à payer que les restes à réaliser, y compris au casino. Et la liste, comme vous faites et comme vous savez très bien les faire, la liste, elle est tellement longue que je ne vais pas vous la faire ce soir. Mais surtout, je vous invite à vous promener dans Mimizan et à regarder ce qui a été réalisé par rapport à vous, à votre époque. Et la prochaine fois que vous m'appelez par le terme que vous avez prononcé, vous viendrez me le dire en face. Et là, peut-être que ça ne se passera pas de la même façon. Je vous remercie. Une fois encore, on vous parle du présent, on vous parle de 2022, c'est un DOB 2022, on parle de 2023 et vous repartez sur les années antérieures. Vous avez du mal à parler de vous. Mais je pense que tu as oublié de dire que tu n'avais pas oublié de regarder ce qu'on avait dit par le passé et que tu as regardé les autres communes. Donc bon, à un moment donné, stop. Hein, tu t'enfonces là. Et puis, de toute façon, c'est sûrement pas la personne qui va nous donner des cours de gestion avec la commune dans l'état où on l'a récupérée. Je suis désolé. Élodie. Moi, je vais vous parler de présent, ça tombe bien, on en a besoin a priori. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est cette joie d'avoir fait un effort sur le fonctionnement et notamment sur la baisse du personnel. Oui, mais à quel prix ? Parce qu'aujourd'hui, le site de la mairie en témoigne. Il y a peu de personnel qui a envie de rester dans la commune. On se targue de la mutualisation des services. Mais alors pour ceux qui sont mutualisés, et j'en vois certains, je pense que les nuits sont courtes et les journées sont longues. Il manque de chefs de service partout. Alors on n'a plus les compétences, donc on fait des études. Alors, on fait des études de voirie, on fait des études, on sous-traite tout, on sous-traite les études pour les bâtiments, pour le Parnasse, pour les fauteuils, on sous-traite la péninsule. Vous pouvez y rire, hein, vous pouvez y rire. Avant de rire, Madame Weber, vous direz bonjour, comme ça sera bien. Je vous le dis au passage. Et donc voilà. Donc moi je m'inquiète de ça parce que je trouve que je trouve pas que ce soit fabuleux de faire des baisses de personnel, enfin en tout cas d'être heureux de réduire la charge de personnel quand on sait les difficultés qu'ont les agents aujourd'hui dans les services et le manque de personnel cruel qu'il y a. Puisque je pense que quand les gens s'en vont, et qu'ils s'en vont en masse, notamment les chefs de service, c'est qu'a priori quand même, ils se sentent pas très bien, ou ils sont en burn-out, ou on entend un peu de tout. Voilà, bon, enfin, c'était ma remarque sur le présent. Donc, juste par rapport au personnel, on est passé de 189 personnes à plus de 180. C'est sur le rapport. Alors, de me dire qu'on qu'on a baissé le personnel, c'est pas du tout la vérité. Que la mutualisation perturbe le fonctionnement des collectivités, mais oui, il faut que tout le monde en prenne sa place et que ce soit stabilisé. Donc il y a 196, voilà, de 189, on est passé à 196. Donc je ne vois pas la baisse du personnel. On la voit quand même sur le nombre d'offres d'emploi que vous proposez, où vous avez du mal à recruter. Où en fait, oui, mais ça, alors il me semble quand même qu'on donc là, juste, la baisse. Oui, il y a des services où ça augmente parce qu'il y a un vrai besoin. C'est sûr qu'à la crèche ou dans les écoles, on a augmenté parce qu'on a ouvert des créneaux, etc. Oui, voilà. c'est sûr, on peut augmenter le personnel. Le centre technique aussi, ils vont vous dire que maintenant, il y a un peintre, il y a un garagiste supplémentaire, il y a un charpentier en plus. Voilà, donc ça fait du monde en plus. Mais franchement, vous êtes sur une fausse idée de dire qu'il y a moins de monde. Sur les départs de personnel, on a 20 agents sur l'année entre les dispos, donc il y a 2 ou 3 dispos, il y a des gens qui mutent. Hein, et ça, c'est la vie dans une collectivité, de muter, d'aller sur notre collectivité, c'est un choix. Et il y a des départs à la retraite. On a 20 postes
dans l'année, si on a fait le recensement, on a 20 postes à ouvrir sur la collectivité. Donc, qu'il y ait du mal-être dans les collectivités, vous pouvez lire les journaux, les différents magazines, il y en a partout, dans les entreprises. Ça, on paye l'effet Covid, l'effet d'une autre approche au travail. En tout cas, je ne peux pas vous laisser dire qu'on est en sous-effectif. Et tout ce qui est mis en place, notamment, on a recruté aussi une personne qui s'occupe du document unique et des risques professionnels. Donc, tout ça, ça n'existait pas. On le met en place. Donc, je ne souscris pas. Et en tout cas, je ne peux pas vous laisser de dire que on fait une mauvaise gestion du personnel. Voilà. Et sur la baisse, au niveau budgétaire, ce n'est pas une baisse. Je vous ai dit qu'il y avait une hausse, mais la hausse, elle était contenue. Par contre, moi, j'ai fait le choix de ne pas avoir de collaborateurs de cabinet. Collaborateurs de cabinet, entre le salaire, le véhicule et les avantages, c'est plus de 100 000 euros. Et ouais, j'ai fait le choix de ne pas avoir un collaborateur de cabinet. Voilà. On a fait le choix de mutualiser une direction financière. On fait le choix de mutualiser une direction sur le RH. La personne a décidé, pour aller sur le RH, a décidé de changer de collectivité. Donc là, on recrute une nouvelle directrice des RH. Et ça, c'est la vie. Là où on a une difficulté pour recruter, ce n'est pas purement sur la collectivité, c'est sur l'EHPAD. C'est sur le médico-social, que ce soit à l'EHPAD ou au CIAS. Là, on a des réelles difficultés de recruter parce que c'est des professionnels avec des concours. Et là, trouver une aide-soignante et trouver une infirmière, c'est plus compliqué. Et je pourrais rajouter que ce n'est pas une spécificité de Mimizan, effectivement, de ne pas recruter dans les EHPAD, de ne pas pouvoir recruter dans les EHPAD ou dans le CIAS sur des personnels, sur ce type de personnel, parce que ce type de personnel, effectivement, il faudra un jour revoir leurs conditions de travail, leur salaire, et effectivement, pour ça, il faudra de l'argent public. Alors moi, je suis content de voir qu'une représentante du conseil régional, donc... Non, mais une représentante du conseil régional qui représente un certain parti qui ne fait pas vraiment beaucoup d'efforts, qui ne se soucie pas beaucoup des burn-out. Alors, Monsieur Large, vous saurez que la formation sanitaire et sociale, c'est la compétence de la région, et pour cela, vous avez une conseillère qui est dans la majorité et qui est ici, donc vous pourrez lui en parler. Mais... Vous pouvez éviter de couper la parole aux gens à chaque fois. Merci. Non, là c'est pas ça que je disais. C'est pas ça que je disais. Je parlais pas du conseil régional. Je parlais d'une représentante d'un certain parti dans le conseil régional, d'un certain parti qui actuellement Ah oui. Oh, c'est ça. Vous êtes apolitique. Vous êtes apolitique. En attendant, ce que je peux vous dire déjà, c'est que les burn-out, j'aimerais que vous dites à vos amis apolitiques qu'il faut s'en soucier aussi dans l'hôpital public, que quand je vous vois franchement avec cette espèce de ton sur la défense des salariés, quand c'est à Mimizan et que dès que c'est en dehors, ça n'intéresse plus personne, il faut savoir quand même qu'actuellement, si on ne trouve pas de personnes pour travailler dans ces endroits-là, c'est qu'il faut se poser des questions à un niveau moins local, parce que je ne pense pas que le problème de recrutement dans les EHPAD ou dans les SIAS, ça tient à la commune de Mimizan, c'est quelque chose de moins local, ça se décide à des niveaux plus élevés, et ça, on n'y peut pas grand-chose, et déjà, peut-être, pour pouvoir parler des problèmes de recrutement à ce niveau-là, il faudrait déjà peut-être, à un niveau moins local, défendre aussi l'idée qu'on puisse améliorer les conditions de travail de ces personnes-là. Voilà. Je trouve qu'il y a une petite incohérence, une petite malhonnêteté intellectuelle. Voilà, je le vois comme ça. Bon, comme je dois présider l'Assemblée, maintenant, dorénavant, on n'intervient pas sans demander
la parole. Merci. Alors, je Donc vous Michel a demandé. Je vous remercie pour ça. Alors moi aujourd'hui je suis là, je vous écoute et je trouve ça assez agressif. J'ai horreur de ça, j'ai horreur du conflit, j'ai horreur des gens qui parlent fort pour en fait dire que j'ai raison. Bon, on a tous raison, à notre niveau on a tous raison. Donc ça serait sympa si on pouvait se respecter, se parler. Donc pour revenir sur l'emploi qui est proposé à la mairie, je dirais que la mairie fait, enfin la collectivité d'une manière générale fait face aux problèmes de recrutement qui existent dans toutes les structures. Quand on passe devant Gascogne, qu'on voit Gascogne recrute, et comment ? Elle n'y est plus. Oui, parce qu'il y a eu des tags dessus qui n'étaient pas terribles. Oui, bon. Voilà, elle a été... Bon, non, mais enfin, bon, c'est pas grave. De toute façon, tout le monde sait que Gascogne recrute, mais recrute pourquoi ? Parce que la pyramide des âges fait que, parce que les salaires sont peut-être pas ceux qui sont attendus par les salariés qui aimeraient y travailler, et aussi parce que nous venons de sortir du Covid. Et le Covid a changé complètement la mentalité des personnes qui recherchent un emploi. Les personnes qui recherchent un emploi maintenant veulent s'épanouir dans leur travail, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Et donc, voilà, c'est maintenant, on a envie de changer de travail. Donc, c'est ce qui se passe aussi à la mairie de Mimizan. Voilà. Mais bon, pour revenir à ce que j'ai entendu tout à l'heure, je trouve dommage qu'on se parle comme on se parle. Parce qu'on est tous là pour l'intérêt de la commune et je trouve ça dommage, c'est tout. Voilà. Merci Michel. Élodie. Non, alors en effet, hein, je suis d'accord totalement sur le fond, mais il n'empêche que, oui, on nous fait remonter régulièrement, et vous le savez, vous l'avez été pendant assez longtemps, dans l'opposition, on nous fait remonter régulièrement des problèmes de personnel, des problèmes de conditions de travail, des problèmes de... Enfin, donc moi, je ne peux pas ne pas en parler aujourd'hui. Je suis tout à fait consciente, et on en a parlé longuement avec Pôle emploi il n'y a pas si longtemps que ça, donc je suis tout à fait consciente des problèmes de recrutement. Mais il n'empêche que quand même, il y a, je pense, un certain mal-être actuel à la mairie, puisque sinon, autant d'agents de Mimizan, effectivement, puisque sinon, autant d'agents ne nous en feraient pas part. Voilà, c'est juste le sujet, et je le dis très calmement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce débat ? Donc en tout cas, pour revenir au personnel, parce que moi qui passe dans tous les services, on ne me fait pas ce retour. Donc il peut y avoir voilà, du mal-être ponctuellement, hein, comme partout. Mais je n'ai pas ce sentiment-là. En tout cas, on met tout en place pour que les agents travaillent dans de bonnes conditions. Et c'est ce qu'on vote, ce qu'on va proposer, notamment sur tout ce qui est services techniques et services environnement, au moins qu'ils aient du matériel pour travailler, parce que il leur manquait quand même. Donc c'est ça l'objet du débat, hein, c'est de pouvoir donner les outils et les conditions de travail à nos agents. Donc on considère qu'on a débattu. Donc je pense qu'il faut lever quand même la main pour dire qu'on a débattu. Voilà. Merci. Donc on va passer au point. Donc je le rappelle, hein, ce débat d'orientation budgétaire sera suivi par le vote du budget, donc le 11 avril prochain. Le point 2, donc c'était la révision des autorisations de programme. Donc c'était l'opération 22 concernant la réhabilitation et rénovation des bâtiments. Donc on avait voté une autorisation de programme d'1 million d'euros. Donc c'était, on s'engageait à faire tous les ans 150 000 euros de travaux, de réhabilitation. Donc en 2022, donc sur les 150 000, il y en a eu 1620. Donc on reporte les 150 000 sur un crédit de paiement en 2023. Donc on monte le crédit de paiement à 325 000 euros au lieu des 175 000 qui étaient prévus. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette autorisation de programme et surtout à la modification du crédit de paiement? Non? Donc je vous propose de passer au vote. Donc qui est pour ce crédit? Très bien, merci. Vote à l'unanimité. Troisième point, c'est toujours une révision d'autorisation de programme. Donc ça concerne le marché couvert.
Donc c'est l'autorisation de programme qui elle-même, le montant varie puisqu'il passe de 337 000 à 753 000 euros, avec les crédits de paiement, avec un report de 105 000 sur 2023, donc il donne un crédit de paiement de 743 372 euros en 2023, donc c'est-à-dire la totalité quasiment des travaux. Est-ce que vous avez des questions? Non. Donc je vous propose de passer au vote. Donc qui est pour? Vote à l'unanimité. Donc point 4, c'est la convention temporaire d'un transfert de maîtrise d'ouvrage de la communauté de communes à la commune. Donc c'est pour les travaux de réalisation, les travaux de voirie rue de la Poste. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une voirie communautaire, mais tout ce qui est accotement est de compétence de la commune. Donc, la commune, elle, a un marché, un accord cadre qui lui permet d'aller plus vite dans la réalisation des travaux. Donc, c'est pour ça qu'il est proposé que la commune, via ce marché, réalise les travaux qui, après, sont cofinancés par la communauté de communes. Donc la répartition, donc la commune sur les 415 000 euros, 650. Donc là, il reste à la charge de la commune 255 606 euros et à la charge de la communauté de communes 160 044 euros. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce transfert de maîtrise d'ouvrage temporaire? Non. Donc, ça a été voté à la communauté de communes donc, le 1er mars. Donc, je vous propose de faire pareil. Donc, qui est pour ce transfert et signer la convention? Vote à l'unanimité. On va passer au point 5. Donc, on va parler des ressources humaines. On va revenir aux ressources humaines. Et on va parler des emplois, la création d'emplois saisonniers. Donc, Florence Pouille-de-Basque. Alors, plus légèrement, comme chaque année, les activités liées à la saison, et notamment à l'accueil des touristes, conduisent la commune à accroître le nombre d'agents de certains services afin d'optimiser et d'adapter leur fonctionnement. Vous trouverez ainsi les propositions de création de postes pour la saison 2023 concernant l'ouverture des ALSH du Bourg et de la Plage, les renforts des services intendances, voiries, festivités et sports, le renforcement du service de la police municipale, la surveillance des baignades sur les plages. Le passage du jury sur le fleurissement en juin prochain conduit également à renforcer le service espace vert. Le budget prévisionnel du coût salarial des saisonniers est estimé à 440 000 euros. Au vu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal de créer les emplois saisonniers tels que présentés ci-dessus, d'inscrire les crédits nécessaires au budget de la ville. Est-ce que vous avez des questions? C'est une libération classique et on ne change pas trop les volumes et les effectifs. Il y a une personne en plus sur la médiathèque pour l'été. Voilà. Et les services espaces verts nous ont demandé d'avancer un peu le recrutement avant saison par rapport aux 4 fleurs. Voilà, parce qu'il y a du personnel en arrêt maladie qui s'est fait opérer, voilà, donc il est en manque de personnel, donc il a besoin d'un petit renfort avant l'été. Après la sécurité des plages, 39 personnes qui sont recrutées pour les plages, et je reprécise qu'on travaille maintenant la plage ouverte de la Garluche, ouverte vacances de Pâques jusqu'aux vacances de la Toussaint, compris. Pas de remarques. Donc, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est pour l'ouverture de la création de ces emplois saisonniers? Merci. Donc, on va passer aux associations culture. Donc, sur le Parnasse, avec la gratuité. Muriel. Alors, c'est effectivement une manifestation qui s'est tenue hier et qu'on passe aujourd'hui en conseil. Concernant l'accueil du congrès de l'Assemblée générale de l'Union fédérale des associations françaises d'anciens combattants et du congrès départemental de l'Union des anciens combattants. Donc, on va dire que pour faire simple, on leur a mis à disposition gratuitement le forum ainsi que ses équipements, et la salle du Parnasse.
Et que de ce fait, il nous demande aussi à titre gratuit pour une prochaine date, deux prochaines dates qui sont les 23 et 24 septembre, ces mêmes équipements pour la tenue de leur congrès départemental. Donc il est demandé au Conseil de se prononcer. Merci. Oui, Katia. Alors, juste, Muriel, 2 petites erreurs. Parce que pour le deuxième congrès, excusez-moi, parce que mon époux en fait partie, donc je peux parler. Le congrès n'est que le 23 septembre. Et ce n'est pas l'Union des anciens combattants, c'est l'Union nationale des combattants. Et c'est 2 congrès complètement différents. C'est 2 associations différentes. Ça n'a rien à voir. Alors, je remercie parce qu'effectivement, j'ai découvert ce point-là sans que l'on m'ait associé à la réflexion et je n'ai fait que relire le texte. Oui, Katia ne prend part pas au vote parce que son époux est concerné et c'est lui qui organise. Mais c'est deux associations, hein, comme on l'a dit. Hein. Donc l'UFAC et l'UNC. Voilà. Sachant que, voilà, on a bien entendu hier que, vu les effectifs qui, naturellement, commencent à baisser, qu'il y a des rapprochements qui seront nécessaires dans les années à venir. Voilà. Donc, je vous propose de... Katia. Comme on a dû vous dire hier, on n'est plus anciens combattants. Oui. On est combattants. Voilà. Bon. En tout cas, pour soutenir ces associations, hein, qui sont aussi la mémoire de notre histoire. Donc, je vous propose de faire la gratuité pour ces 2 événements, un qui s'est passé et un qui est à venir. Donc, mettre à disposition gratuite les différentes salles. Vous allez être d'accord? Tous, globalement. Merci. Point 7, la médiathèque. Alors là, j'ai appris un nouveau mot, désherbage. Bon, alors là, pour le coup, je suis un peu plus dans mon élément. Donc, tous les ans, le désherbage, ça ne se fait pas qu'au printemps. C'est qu'en fait, on fait un nettoyage de tous les ouvrages qui sont un petit peu obsolètes, en tout cas, qui sont plus complètement raccord avec le thème souhaité de la médiathèque. Et cette année, en plus du fameux désherbage habituel pour lequel on a déjà voté la possibilité de revendre des livres d'occasion au tarif unique de 1 €, on a donc notre responsable Sophie qui s'est rapprochée d'une société à Montréal. Et c'est la raison pour laquelle donc, ce soir, on est informé pour essayer de valider la mise en place d'une convention avec cette société qui consiste donc via le net de reprendre des livres d'occasion pour essayer de les revendre, à savoir qu'il leur faut quand même un certain volume de livres, qu'on n'était pas complètement convaincu de pouvoir avoir le volume nécessaire pour pouvoir s'associer avec eux. Du fait, on s'est aussi associé avec la ville de Parentis. Et que donc cette société à Montréal, en fonction du volume de livres qu'on va lui mettre à disposition, entend nous reverser 10% du prix de vente net hors taxe par article. Et ces sommes-là, on se propose de les reverser à d'autres associations mémisanaises sous forme de subvention. Par ailleurs, reversera ensuite à Bibliothèque sans frontières 5% du prix net hors taxe par article. Ce geste-là est aussi pris en charge par la société à Montréal. Voilà, donc il est demandé au Conseil de donner son accord pour que ces initiatives puissent être mises en place. Merci Muriel. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc je vous propose de passer au vote. Donc, qui est pour? Vote à l'unanimité. Donc, on va passer à l'urbanisme. Je vais laisser la parole à Marie-France Delest pour l'approbation de la modification numéro 1 du PLU. Merci. Donc, la commune de Mimizan dispose d'un plan local d'urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal du 15 décembre 2018.
La commune a engagé par délibération du conseil municipal en date du 29 juillet 2021 et par arrêté municipal en date du 23 février 2022 la modification simplifiée numéro 1 du PLU avec pour objectif de corriger une erreur matérielle caractérisée par le zonage des emprises de l'installation de stockage de déchets inertes de Petit-Jean et de la déchetterie existante. Donc, cette modification simplifiée a fait l'objet d'une mise à disposition du public au titre de l'article L153-47 du Code de l'urbanisme. Les modalités de mise à disposition du public ont été définies par la délibération du conseil municipal du 7 décembre 2022 et cette concertation a eu lieu du 16 janvier au 16 février 2023. Les observations et avis recueillis lors de cette mise à disposition du projet de modification du PLU nécessitent de légères adaptations du projet de modification porté à la connaissance du public. Là, ce sont les personnes associées qui nous ont demandé ces modifications. Et donc, la zone ND sera renommée NCD avec un complément sur les modes d'occupation en tenant compte de l'autorisation d'un chenil communal et ou intercommunal selon l'évolution éventuelle de ce service. Et donc, l'ensemble des éléments vous ont été proposés lors de l'envoi du Conseil. Ces documents ont fait l'objet de plusieurs commissions et ont été aussi présentés lors de la dernière commission d'Urba et n'ont pas soulevé de problèmes particuliers. Donc, si vous n'avez pas de questions, si vous en avez, on essaiera de vous y répondre. Au vu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal d'approuver la modification simplifiée numéro 1 du PLU qui va permettre donc à la déchetterie et au chenil de retrouver sa place dans notre document d'urbanisme pour que le CIVOM puisse enfin, on l'espère, à la rentrée, commencer les travaux de réaménagement du site. Merci Marie-France. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette modification? Je pense qu'on a déjà parlé. C'est pour cette erreur matérielle où on n'avait plus la déchetterie sur notre plan local d'urbanisme. Donc, et le CIVOM avait des projets de réhabilitation, des projets nécessaires pour la sécurité du public qui vient déposer et du personnel. Donc, je vous propose d'approuver la modification simplifiée numéro 1. Vote à l'unanimité, merci. On va passer au point 9 sur la forêt. Je vais donner la parole à Yvan Alquier. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, juste pour rappel, lors du conseil municipal du 27 octobre 2022, on avait évoqué l'état d'assiette des coupes prévues sur la forêt soumise à l'ONF. Et là, il s'agit de faire une modification suite à une infestation forte de scolytes sur des parcelles à Tire-Lagu, en l'occurrence les parcelles D69, D71 et D74, pour une surface totale de 7 hectares 74, pour lesquelles il convient de faire une coupe sanitaire de 4e éclaircie, donc la dernière avant la coupe rase qui interviendra dans les années à venir. Voilà, donc ce qui vous est proposé, c'est de rajouter donc cette parcelle à l'assiette 2023 pour la forêt soumise de la communale de Mimizan soumise à l'ONF. Merci Yvan. Vous avez des questions? Donc, problème sanitaire, on est obligé. Donc, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est pour approuver cette coupe? Vote à l'unanimité, merci. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée, en espérant, comme l'a dit Michel, qu'on ait des débats un peu plus sereins. Merci.